Je suis ravi de pouvoir vous parler de microbes, ça a d'ailleurs déjà été introduit, merci beaucoup. Et en particulier de vous parler de retard de croissance chez l'enfant dans les pays pauvres et de la relation au fond que ce retard de croissance et des pathologies associées, en particulier retard de développement psychomoteur, le rapport que ça peut avoir au fond avec les microbes, mais je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Je pense qu'il est inutile d'essayer de vous convaincre que les 1000 premiers jours de la vie, depuis la conception jusqu'à la 2e année, sont un moment extrêmement important dans le développement de l'enfant, en particulier au fond dans la programmation de son développement staturo-pondéral, dans son développement psychomoteur. Et au fond, cet élément, il est exposé, comme on l'a dit, à l'environnement, et l'environnement peut le perturber. On s'intéresse aux microbes et au fond le microbiote en particulier, le microbiote intestinal, est une espèce de système où on commence à le considérer comme un système au fond intégrateur de variations environnementales et éventuellement d'anomalies environnementales, au sens où c'est à la fois un senseur, un intégrateur et un élément qui va restituer des signaux, des molécules, des métabolites qui vont éventuellement influencer cette période extrêmement sensible. Bien entendu, le fœtus est stérile, mais ce qui n'empêche pas que possiblement il soit exposé à des molécules microbiennes qui puissent passer la barrière placentaire. Et bien entendu, l'irruption dans le monde extérieur après la naissance, un des éléments essentiels va être la colonisation microbienne de cet enfant. Et on pense de plus en plus que cette colonisation microbienne, qui prend 2 à 3 ans environ, dans son processus de maturation, va impacter sur le développement et la santé à venir de l'enfant, et que la vie d'un enfant dans une situation extrêmement défavorisée en matière environnementale, en particulier la vie dans des environnements extrêmement pollués, comme on peut les trouver dans certaines régions extrêmement pauvres de la planète, va justement entraîner ce mécanisme et éventuellement créer ce cercle vicieux qu'on appelle cercle vicieux de la malnutrition, mais dans lequel on est entré par le problème du retard de croissance de l'enfance que, en anglais, on appelle le stunting. On voit sur la zone sur laquelle nous sommes intervenus, à la fois en République centrafricaine et à Madagascar, qu'on est au milieu, à l'épicentre d'une zone très bleue qui correspond en fait à cette zone où les enfants sont de plus petite taille, et c'est quelque chose qui affecte au niveau de la planète au fond un quart des enfants, 90% étant associés à des zones comme l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est, mais c'est très centré sur l'Afrique subsaharienne. Dans la République centrafricaine, où on a fait notre étude, 41 à 43% des enfants sont des éléments caractéristiques ou ont des éléments caractéristiques de ce retard de croissance. Et à Madagascar, on est à 43%, ce qui est tout à fait considérable. Et ce qu'on découvre de plus en plus, et je pense que c'est un phénomène qui n'est pas uniquement caractéristique de la situation de ce retard de croissance, c'est qu'à ce retard de croissance, et qu'au fond, ce retard de croissance est symptomatique d'une problématique développementale plus complexe qui va comprendre à la fois des retards d'acquisition cognitif, en particulier, et peut-être d'autres éléments neurodéveloppementaux, et qui vont, comme finalement c'est connu de plus en plus dans ces régions-là, impacter sur la vie future. Alors ça ne vaut que ce que valent effectivement les éléments d'alarme qu'on peut essayer de mettre, mais je prends un exemple en Éthiopie par exemple, où on insiste maintenant très fort sur le fait que ce retard de croissance, ce stunting, n'est qu'un élément d'une situation plus complexe où l'espérance de vie des enfants est diminuée de 20 à 25%, où le développement intellectuel de l'enfant, quoi que vaille le IQ, est altéré, et que tout ça va impacter sur la vie adulte et à terme, bien entendu, sur le développement et sur les performances de l'individu et donc de la collectivité. Donc on est dans cette situation à l'heure actuelle et on a essayé de l'envisager sous l'angle microbiologique, parce que c'est notre spécialité et parce qu'on avait quelques idées au préalable, bien entendu, pour aller dans ce domaine. Alors c'est assez intéressant de voir que cette
cette notion, cette pathologie du retard de croissance, elle a subi un certain nombre d'évolutions depuis que je suis dans ce métier, c'est-à-dire depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Au début, on pensait essentiellement à ce qu'on appelait le cercle vicieux de la malnutrition, qu'on considérait très probablement lié au fait que dans ces zones, entre la naissance et l'âge de 2 ans, on atteint très vite le pic d'incidence des maladies diarrhéiques et qu'au fond, la récidive de pathologies diarrhéiques, rotavirus, Shigella, coli entérotoxinogène et ainsi de suite, finissait par se cumuler et par donner lieu à un état de malnutrition très probable qui allait effectivement causer ce retard de croissance. Et puis, on a vu que c'était pas toujours nécessairement lié à des épisodes itératifs de diarrhée. On est passé, dans les années précédentes, à un concept qui est celui d'entéropathie environnementale pédiatrique. C'est-à-dire qu'on a élargi le concept et on a considéré ces enfants souffraient d'une pathologie de l'intestin grêle, de la partie, au fond, du segment actif dans la digestion et l'absorption des nutriments, qui était caractérisée par l'existence d'une atrophie intestinale, par l'existence d'une infiltration avec des cellules immunitaires, en particulier des cellules productrices d'interférons, donc ce qu'on appelle maintenant les états inflammatoires chroniques de bas niveau, et par une dysbiose qu'on a appelée SIBO pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Mais ces choses-là, au fond, sont un petit peu biaisées parce que on est dans une situation où on a des éléments histologiques, donc une situation où on a fait des biopsies, et donc peut-être c'est un sous-groupe par rapport à la globalité de la problématique. Et on pense de plus en plus, et nous en tout cas on le pense, qu'il existe dans cette situation vraisemblablement, bien entendu, une dysbiose, c'est-à-dire une anomalie microbienne caractéristique de cette zone, entre guillemets, utile de l'intestin, mais qu'elle se démultiplie par l'existence d'autres éléments, d'une malnutrition qui n'est pas nécessairement une malnutrition quantitative. On n'est pas dans des systèmes de malnutrition aiguë, on est simplement dans des situations de malnutrition chronique associées à des carences en oligoéléments, en vitamines. Et au fond, la problématique de la dysbiose se pose en intégration dans l'ensemble de ces éléments. Et c'est ce qu'on a essayé finalement d'analyser dans cette étude. Donc c'est une étude qui est une étude transversale. On n'avait pas les moyens à ce stade de faire une étude prospective qu'on a réalisée à Madagascar et à Tananarive en particulier, et en République centrafricaine à Bangui, où nous avons pris des enfants âgés de 2 à 5 ans. On n'a pas pu faire plus tôt parce que était impliqué dans cette étude un tubage duodénal. Donc il y avait bien entendu un problème éthique dès le début, qui a porté donc sur environ 1 millier d'enfants. Et on a défini 3 groupes, des groupes d'enfants très sévèrement retardés dans leur croissance physique, moyennement, et puis des enfants de taille normale par rapport aux ABAC, bien entendu, régionales. On a fait un certain nombre de prélèvements, bien entendu, aspiration duodénale pour la bactériologie, pour les parasites, recherche, bien entendu, des mêmes éléments dans les fesses, sang. Et puis on a une étude très poussée, puisque c'est une étude intégrée avec du neurodéveloppement. On a des neuropsychologues qui étudient très précisément ces enfants, et une approche anthropologique, disons d'épidémiologie qualitative. On a parlé tout à l'heure de l'importance des soins et de l'attention des mères, en particulier aux enfants. Il y a une recherche de facteurs confondants aussi par rapport à notre étude, mais on reste là sur l'aspect microbiologique, et je vous montre à peu près la première moitié des résultats tels qu'on peut les avoir pour l'instant, puisque l'étude va se terminer en fin d'année 2018 et on n'a pas encore tous les résultats, mais on a pensé qu'ils étaient suffisamment intéressants pour commencer à les présenter et à les publier. On a fait de la culture microbiologique sur ces prélèvements duodénaux et fesses. On a fait aussi, bien entendu, de l'analyse moléculaire, ce qu'on appelle le CESES, par l'analyse des séquences variables des gènes codants pour l'ARN CESES du ribosome, ce qui permet non pas de donner les espèces bactériennes présentes, mais, disons, des taxa au niveau du genre, ce qui est déjà particulièrement informatif sur la situation. Juste en référence,
Un duodénum normal, c'est très peu de bactéries, c'est 10 à 1000, et c'est très restreint en termes de diversité. C'est en général des streptocoques, des bifidobactéries, des lactobacilles, mais une flore qui est relativement limitée, car on sort tout juste de l'acidité gastrique et on rentre dans une région alcaline avec des sels biliaires en très haute concentration, donc c'est pas très favorable à la croissance des microbes. On a fait donc cette analyse, ce que j'appelle la vraie bactériologie, c'est-à-dire la croissance microbienne avec nos microbiologistes sur place à Madagascar et en République centrafricaine. Et pour faire une longue histoire courte, comme on dit en anglais, culture aérobie et anaérobie, on s'est aperçu très rapidement, et c'était l'objet de quelques coups de téléphone un petit peu étonnés, que dans le duodénum de ces enfants en retard de croissance sévère ou modéré. Malheureusement, on n'a pas de données chez les enfants contrôle, parce que pour des raisons éthiques, on ne pouvait pas leur faire de tubage duodénal. Donc dans cette catégorie d'enfants qu'on considère, disons, comme malnutris, reflétant ou reflétés par ce retard de croissance, on avait une prédominance de micro-organismes de la flore rhinopharyngée ou de la flore oro-buccale ou dentaire, et alors qu'on attendait en fait, basé sur cette diapositive que je vous ai montrée au début, plutôt des bactéries entériques, des pathogènes, des choses qui sont des colibacilles, des shigelles, ce que vous voulez, des campylobactères. On trouvait une flore totalement inattendue dans cette région et certainement très différente, et ça avec une fréquence, une prévalence de l'ordre de presque 90%, enfin 87 et 83%. Quand on est rentré dans l'analyse des données de microbiologie moléculaire, on a vu très rapidement, en faisant ces clusters, que cette flore duodénale était très semblable à la flore gastrique et très différente, bien entendu, de la flore fécale. Donc on commençait à discriminer un petit peu les choses et à avoir une idée un petit peu plus claire de la situation. Mais c'est surtout l'analyse par CESES, l'analyse de métataxonomique, qui nous a véritablement confirmé toutes ces données. Puisque ce que vous voyez là, c'est en République centrafricaine et à Madagascar, chez ces enfants en retard de croissance mal nourris, la nature, au fond, la diversité des micro-organismes. Et vous voyez que tous les micro-organismes qui sont en gras sont des micro-organismes qui sont caractéristiques des flores buccales, dentaires, en tout cas de la gencive, et de la flore pharyngée. Et ceux qui ont un astérix sont celles qu'on a réussi à cultiver à partir de ces prélèvements. Donc une présence ectopique de la flore du haut appareil respiratoire et buccal dans une zone où théoriquement on ne l'attendait pas du tout. Alors on a continué bien entendu cette analyse sur les selles. L'avantage des selles, c'est qu'on a des prélèvements aussi chez les contrôles, parce que là il n'y avait pas de problématique par rapport au tubage. Et ce que vous voyez au fond, il y a une zone moyenne qui correspond à la moyenne de la présence des taxa dans l'ensemble de la population des enfants normaux. Et vous voyez sur la partie qui est entourée en rouge, en fait, un certain nombre de taxa qui sont surreprésentés chez les enfants, à la fois en retard de croissance sévère ou en retard de croissance modérée. Et ce que vous voyez en fait, c'est représenté par les petites étoiles vertes en bas, c'est que la plupart de ces taxa qui sont surreprésentés sont des taxa qui correspondent à ces micro-organismes de la flore buccale et rhinopharyngée que je vous avais d'ores et déjà mentionné chez les enfants dans les prélèvements duodénaux. Donc ça, c'est la première, un élément important, et ils sont écrits en vert sur le côté. Ceux qui connaissent la microbiologie retrouveront peut-être leur micro-organisme préféré, mais en tout cas, vous voyez que ça reste tout à fait des flores très, très haut situées. Donc, une notion d'ores et déjà qu'on a émise de décompartimentalisation de flore, et la possibilité de cette dysbiose soit une décompartimentalisation de la flore buccale et rhinopharyngée dans la flore intestinale. L'autre élément intéressant qu'on a observé, c'est la partie gauche, celle qui est entourée en bleu, c'est la
perte ou la diminution considérable des taxa qui correspondent en fait à la grande famille des clostridiales et plus largement à la famille de micro-organismes qui produisent du butyrate, c'est-à-dire qui fermentent les sucres complexes dans l'intestin et à partir de là extraient ces acides gras à chaîne courte qui sont en particulier le butyrate et qui sont des sources extrêmement importantes de calories à la fois pour la nutrition locale de la muqueuse colique, intestinale en général, mais aussi probablement des éléments régulateurs importants dans l'interface entre le microbiote et l'individu. Et on sait que dans ces éléments de carence en butyrate, on va déclencher un stress alimentaire au niveau de la muqueuse intestinale avec une réponse inflammatoire et probablement l'engagement de quelque chose qu'on est en train d'étudier à l'heure actuelle. Alors au fond, si on résume, ce qu'on a observé en mettant ensemble ces données, c'est que, premièrement, on avait une vraie décompartimentalisation de la flore du haut appareil dans le segment supérieur de l'intestin grêle, mais qu'en plus, on avait une véritable homogénéisation entre la flore de l'estomac et la flore du duodénum, ce qui indique éventuellement un problème concernant la rupture de la barrière gastro-duodénale. Donc ça, c'est un élément de la pathologie, et donc clairement une activité bactéricide qui se fait mal sur ces micro-organismes qui sont régurgités en permanence par l'enfant dans cette situation-là et dans d'autres, bien entendu. Puis l'autre aspect, c'est cet aspect de perte de taxa producteur de butyrate et donc la mise au fond en stress alimentaire de la muqueuse colique et les possibles conséquences que ça peut avoir par rapport à un certain nombre d'éléments non pas nutritionnels tels que digestion-absorption, mais véritablement à titre systémique, compte tenu du rôle du butyrate, dont on sait maintenant que le butyrate est impliqué dans la maturation de la barrière hémato-encéphalique et d'un certain nombre d'éléments essentiels dans le développement du système nerveux chez l'enfant. Donc où en est-on ? Et je terminerai là-dessus. On est sur un certain nombre, bien sûr, de perspectives qu'on va essayer de développer, de comprendre les bases de cette décompartimentalisation qu'on observe maintenant à bien moindre niveau, mais tout de même, dans des pathologies comme les pathologies inflammatoires de l'intestin, les MICI, dans le cancer du côlon, on retrouve maintenant, très significativement associé à ces pathologies, la présence de bactéries qu'on retrouve ici, comme Fusobacterium, comme Parvimonas micra, par exemple, qui sont des bactéries en particulier de la gencive. Quelle est la raison de cette décompartimentalisation ? Peut-être une diminution du péristaltisme et une atonie du pylore, on essaye de voir ça, une diminution de l'activité bactéricide du liquide gastrique alors que le pH est relativement peu altéré, en tout cas dans les moments où on a fait les prélèvements, la possibilité d'une dysfonction pancréatique qui a un rôle antibactérien, les sucs pancréatiques très très importants, une altération des selles biliaires, tout ça est en cours d'analyse en particulier métabolomique et a fait l'objet récemment d'un financement qui vient de nous être attribué par la Fondation Bill et Melinda Gates qui s'intéresse considérablement à cette situation. Il va falloir aussi établir un lien de causalité, parce que là, on reste dans le descriptif et éventuellement le corrélatif. Ce lien de causalité, je pense qu'il y a deux façons de l'approcher. La première, c'est la façon clinique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une étude qui concerne l'éducation des mamans concernant les soins du rhinopharynx et les soins dentaires. La bouche de ces enfants est en règle générale absolument épouvantable. Dès l'âge de 2 ans, on commence à voir et très vite s'installer des caries et une absence de soins qui est très caractéristique. Donc cet environnement buccal et rhinopharyngé est extrêmement sceptique. Et puis bien entendu développer des modèles expérimentaux, ce qui reste très difficile. On a beaucoup de mal à modéliser cette situation chez la souris pour des raisons qui nous échappent un petit peu, mais tout le monde, personne ne sera choqué si je vous dis que la souris, ça n'est pas l'homme. On va néanmoins, je l'espère, y arriver. Donc voilà un peu servi, si je puis dire, à ce stade, mais on pensait que ça pouvait vous intéresser dans la mesure où ça introduit véritablement ce paramètre microbiologique. Donc je ne veux pas terminer sans mentionner tout de même toutes les personnes qui ont
conçu et collaboré à cette étude. Ma collègue Pascale Vonech, qui est une chercheuse postdoctorale dans le laboratoire, elle est suissesse passionnée par l'Afrique et par la microbiologie. Nos collègues de l'Institut Pasteur de Madagascar, Jean-Marc Collard et Ringe, j'ai renoncé à prononcer les noms de nos collègues malgaches. L'Institut Pasteur de Bangui, puisque notre étude est calée sur des tandems qui sont Institut Pasteur et services pédiatriques. Et donc l'hôpital mère-enfant et l'hôpital Joseph Ravaona-Ngui à Madagascar et le complexe pédiatrique et mon ami Jean-Chrysostome Gaudy à Bangui. Et puis on a des collaborateurs pour d'autres aspects, en particulier la métabolomique à Vancouver en Colombie-Britannique. Et puis je ne veux pas terminer sans mentionner qu'en fait, pour des raisons essentiellement éthiques, on s'est calé sur une population d'enfants de 2 à 5 ans, mais on a entendu que finalement, il faudrait peut-être s'en préoccuper plus tôt. Donc on a mis en place, il y a 2 ans maintenant, avec Violeta Moya Alvarez, qui est une autre chercheuse postdoctorale du laboratoire, une étude qu'elle a appelée Mythica, en République centrafricaine, dans au moins une maternité de Bangui, où, comme c'est résumé sur cette diapositive, on s'intéresse véritablement à la transmission du microbiote mère-enfant pour voir si éventuellement ce dysbiose ne s'installe pas encore plus précocement qu'on ne l'imaginait, et que, au fond, la mère soit un des éléments essentiels, clés de l'environnement microbien auquel est exposé l'enfant. On développe une étude d'ailleurs très, très précise sur la qualité du lait maternel et sa contamination microbienne éventuelle, avec en parallèle, bien entendu, des études microbiologiques sur le méconium et les fécès de l'enfant, et sur l'hygiène buccale qu'on est en train de développer aussi dans la classe précédente des enfants entre 2 à 5 ans. Donc voilà, c'était juste une introduction sur le rôle possible du microbiome, mais des éléments déjà quand même, je pense, relativement solides, qui fournissent des pistes d'analyse et éventuellement des pistes pour des approches ou des solutions préventives ou thérapeutiques. Merci. Merci beaucoup Philippe. Je pense que cet exposé a apporté beaucoup au reste de l'après-midi. Peut-être que je vais me permettre de poser une première question avant Jean-François Bach. Ces enfants, tu as parlé, donc ils étaient malnutris, etc. Mais est-ce que, par exemple, la question est peut-être idiote, mais est-ce que dans une même famille, on a trouvé des enfants qui étaient donc des enfants à petite taille et des enfants qui étaient bien, où vraiment ça avait à voir avec la nutrition, le patrimoine génétique, etc. Absolument. Non, c'est une question qui est tout à fait importante. Elle est d'autant plus importante que l'existence de ces phénomènes nous ont permis d'avoir des contrôles apparentés, à parier le plus proche possible des cas. Donc vous en aviez des enfants de la même famille qui étaient à petite taille et d'autres. Oui. Donc il y a effectivement, c'est là que lorsqu'on a fait ces analyses sur les fécès, par exemple, on s'aperçoit, puisqu'encore une fois on n'a pas les prélèvements jéjunaux chez les enfants contrôles, qu'il y a une différence très très nette entre les contrôles qui n'ont pas cette signature de microbes de haut appareil et ceux. Et alors comment vous interprétez que dans une même famille on interprète ça. Ou alors vous ne saviez pas si c'était le même père, par exemple. Bon, l'élément génétique, on sait que l'élément génétique est important, mais dans la colonisation microbienne, je ne suis pas sûr que ce soit un élément fondamental. Il y a beaucoup d'éléments, c'est l'étude anthropologique qui va nous le dire. Il y a probablement des choses qui ont à voir aussi avec l'ordre de venue de ces enfants. On n'a pas de jumeaux dans cette histoire. Le fait que les mamans sont extrêmement occupées, et on entendait parler de l'attention portée aux enfants, malheureusement les pères étant Dieu sait où, le soin des enfants repose sur les mères dans les zones où on travaille, et les mamans elles doivent s'occuper de leur enfant certes, mais il faut qu'elles fassent les courses, il faut qu'elles fassent le marché, il faut qu'elles travaillent, c'est absolument invraisemblable le poids qui repose sur elles, et je pense qu'il y a là par rapport à la maman, il y a une situation à l'instant T, un paramètre très très important. Mais ça, l'étude anthropologique, j'espère, va permettre de le préciser. Bon, Philippe, il y a plein de questions sur la gauche. Donc je vais commencer par un de nos orateurs précédents, M. Clarisse. Puis je vais les prendre au fur et à mesure. On va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes aussi. Très brièvement, est-ce que dans cette population d'enfants sévèrement malnutris, vous avez pu éventuellement isoler
deux populations, des enfants qui avaient eu une croissance in utero normale et qui étaient dénutris secondairement, ou des enfants qui étaient déjà très dénutris à la naissance? Réponse courte, non. Pour des raisons évidentes qui sont malheureusement le suivi des mamans dans ces régions-là. Il n'y a pas quasiment pas de suivi de grossesse, il n'y a pas d'échographie. Oui, Claude Dreux, Académie de médecine. Je connais l'excellence des travaux de Philippe Sansonetti. Je voulais lui demander s'il avait pu voir des relations entre le PE et le retard de croissance et de développement psychomoteur de ces enfants. Alors, ça fait partie, donc c'est théoriquement connu, puisque ça apparaît même dans les éléments d'information aux mamans dans ces régions-là. Je vais montrer ce placard qui vient d'Éthiopie. La réponse est oui, sans doute. Et on a une équipe de spécialistes du développement psychomoteur sur cette étude. On commence à voir des anomalies. Le problème, c'est que c'est une étude transversale. On n'a pas d'aspect prospectif, donc c'est extrêmement difficile de définir un vrai retard au développement psychomoteur. Ce sera la suite, ce sera Afribiota 2. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a néanmoins un certain nombre de petites perturbations déjà sensibles à partir de 2 ans, en particulier des choses comme une limitation de la gestuelle fine. Donc je pense que c'est pas des grosses choses. On n'est pas dans les situations dramatiques de malnutrition aiguë type sahélienne, Soudan ou autre, mais on est dans cette espèce de situation où les choses décrochent un petit peu, l'enfant grandit mais plus lentement, se développe mais plus lentement. C'est quand même un endroit où je pense qu'il faut néanmoins intervenir. Vous signalez les fonctions cognitives en particulier. Oui, parce que ça a été montré, au fond, dans certaines études. Maintenant, je pense que tout ça est à revoir très précisément, que les enfants qui étaient dans cette situation de stunting, de retard de croissance, accumulaient un retard scolaire dans les années qui suivaient. Donc il y a manifestement quelque chose. Je vais donner la parole maintenant à Odile Maki, peut-être. Merci beaucoup. C'est un travail magnifique qui est fait dans ces pays très très difficiles, en particulier Centrafrique, contexte, on le connaît. Je voulais savoir si, du fait qu'il y a des questions éthiques que vous avez à plusieurs reprises évoquées sans jamais tellement les détailler, l'acceptabilité ne pose pas de problème du fait que ça pourrait être pris pour du néocolonialisme si ce n'est pas intégré dans un contexte sociologique. Donc je voudrais avoir quelques explications sur le contexte national de ce type d'études. Non, mais je vais vous dire que ça a été une préoccupation dès le début de l'étude. La façon dont on y a répondu, ça a été, entre autres, ça a été d'abord de déléguer énormément de travail et de responsabilité à nos collègues africains sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui mènent les études. C'est eux qui sont au sein de la population. Les assistants de recherche clinique sont des locaux. L'anthropologue est un PhD d'anthropologie à l'université de Tananarive et on a l'équivalent à Bangui. Donc on a vraiment délégué, y compris les études biologiques. C'est-à-dire la microbiologie est faite sur place. L'extraction d'ADN est faite sur place. Donc on leur a véritablement confié la réalisation d'études, et je ne dis pas ça pour enjoliver, ça a été délibéré pour éviter un aspect éthique qui n'est peut-être pas celui que vous mentionnez, qui est celui, au fond, pour caricaturer, du vol de produits, d'échantillons biologiques au bénéfice de la... On essaye de l'appliquer aussi dans les publications où on associe, bien entendu, et eux-mêmes vont écrire leur propre papier. Par rapport aux enfants, la façon dont on a traité les choses éthiquement, c'est que d'abord, bien entendu, il y a une information aux familles, il y a des consentements qui ont été écrits dans la langue locale avec les paramètres d'évaluation locaux, ce qui n'a pas été simple dans les deux pays. On a aussi fait une vraie formation des gens par un collègue de Bordeaux, réanimateur pédiatre, qui nous a formé les gens pour faire les aspirations
du duodénum, par exemple. Il y a eu un examen à la sortie de cette formation. On a mis les gens sur le terrain que si on était sûr que... Enfin, voilà. Après, bien sûr, on peut toujours dire qu'il y a une attitude néocolonialiste dans ça, mais je veux dire, ce qui nous préoccupe aussi au fond des choses, où on a bonne conscience, c'est la santé de ces enfants, et c'est pas bon. Voilà, mais on pourra toujours trouver des endroits de friction par rapport à ça. Je pense qu'on va prendre une dernière question. Patrice Debray. Il y avait encore une question. Ah, pardon. Philippe, ici. Je vois rien. Qu'est-ce que tu sais des relations IGA, enfin production d'IGA chez ces enfants, que ce soit au niveau salivaire ou dans le lait même des mères, parce que nous intéressons nous aux relations IGA-microbiote. Ouais. Donc on n'a pas encore les résultats, mais on le fait en collaboration d'ailleurs avec nos collègues à Vancouver, parce qu'il y a effectivement la démonstration au fond que dans ces dysbioses, il y a des micro-organismes qui sont probablement relativement neutres, et puis il y en a d'autres qui sont au fond un petit peu les agresseurs, si on peut dire, sur le système immunitaire, digestif et autres. Et il semble quand même globalement, en tout cas dans les études expérimentales, que ce soit ceux-là qui soient les mieux reconnus pour des raisons évidentes, c'est qu'ils ont plus tendance éventuellement à passer la barrière intestinale, à aller dans les ganglions mésentériques et à donner lieu de toute façon à la formation d'IGA. Donc oui, on va avoir dans cette dysbiose-là la sous-population de micro-organismes qui sont véritablement reconnus, piégés par les IGA. C'est des études qui sont relativement maintenant bien standardisées. Mais j'ai pas les résultats, honnêtement.